Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'être présents aujourd'hui pour vous présenter nos travaux de recherche sur Clearfake, un malware qui a émergé en 2023 et qui est toujours actif en 2025 et donc que l'on a suivi depuis son début. Et donc aujourd'hui, on va parler des différentes évolutions et de l'adoption de nouvelles techniques utilisées par les cybercriminels. Pour nous présenter très succinctement, nous sommes Quentin Bourg et Pierre Le Bourris, tous les deux analystes sur le renseignement des cybermenaces au sein de Sequoia dans l'équipe Threat Detection and Research. Pierre est spécialisé dans du reverse engineering de malware et moi dans de l'analyse de campagnes et d'infrastructures adverses. Et donc on fait de la CTI en d'autres mots. L'agenda d'aujourd'hui, on va commencer par présenter donc, le malware Clearfake, comment il fonctionne. Ensuite, on va voir les différents variants qui ont été observés dans la nature depuis 2023. Ensuite, on va faire une analyse technique du dernier variant, présent aujourd'hui en 2025, et des différentes techniques qu'il implémente. Et ensuite, on va prendre du recul sur la menace pour voir sa propagation et son impact. Et donc, entrons dans le vif du sujet avec Clearfake. Donc, qu'est-ce que Clearfake? C'est un framework JavaScript qui est injecté dans des sites WordPress compromis et qui a pour but de tromper l'utilisateur à installer un malware. Donc, initialement, un faux installeur de mise à jour de sécurité de navigateur web et plus récemment, une ligne de commande à exécuter. Et donc concrètement, en début 2025, on a un partenaire qui nous a remonté un site légitime, donc teriac.fr, qui était compromis. Et lorsque l'utilisateur ou l'utilisatrice allait sur ce site, il ne voyait pas le contenu légitime de teriac.fr, mais il voyait cette fenêtre apparaître. Cette fenêtre, ça montrait un challenge de Google Turnstile, de Cloudflare Turnstile, qui devait être validé par l'utilisateur. Et si l'utilisateur essayait de valider ce challenge, donc en cliquant dans le petit carré, ça affichait les instructions suivantes. Les instructions, elles déclaraient qu'il y avait un problème avec du trafic web non habituel qui a été détecté et que pour le résoudre, il fallait ouvrir donc, sa commande Windows en cliquant sur Windows plus R, copier-coller la commande pour résoudre ce problème. Donc vous vous en doutez, la commande pour résoudre ce problème n'est pas un code de vérification comme annoncé, et puis exécuter. Et donc cette commande, en janvier 2025, c'était une commande PowerShell obfusquée qui téléchargeait un fichier depuis une URL malveillante. Et ce fichier, ça s'avérait être un malware, donc un malware de type loader, qui permet de télécharger un autre malware, donc l'UMA-Stealer, un malware de type info-stealer, qui consiste à voler toutes les données sensibles sur la machine infectée et les exfiltrer sur le serveur de l'attaquant. Donc voilà pour Clearfake. Lorsqu'on a fait cette analyse en début d'année, on a trouvé deux leurres, deux techniques de social engineering. Donc comme je vous ai présenté, la première, ça consiste à imiter une page Cloudflare Turnstile, donc un challenge CAPTCHA de Cloudflare, avec les instructions qui mènent sur une commande malveillante, comme vous pouvez le voir sur cette animation. Et donc, sur le premier slide, il y avait une commande malveillante, c'était une commande PowerShell. Là, c'est similaire, c'est une URL encodée en base 64 avec derrière un malware qui est téléchargé et exécuté. Et il y avait une deuxième leurre qui est toujours dans la tendance qu'on observe ces derniers temps, avec un faux CAPTCHA à nouveau, mais celui-ci est un faux Google reCAPTCHA, où lorsque l'utilisateur ou l'utilisatrice essaye de résoudre le CAPTCHA, peu importe où il clique, peu importe ce qu'il fait, ça va afficher cette erreur DNS. C'est une fausse erreur, bien sûr, et si l'utilisateur ou l'utilisatrice essaye de résoudre cette erreur en suivant les instructions, il va exécuter cette commande donc, que vous voyez en petit sur sa machine. C'est une commande qui appelle le process MSHTA, qui permet notamment de télécharger un fichier depuis une URL et l'exécuter. Petit aparté sur cette commande, comme vous pouvez le voir à la fin, il y a un commentaire qui est affiché. Donc Microsoft Windows, DNS Service Reload and Restart Up.
On s'est posé la question en faisant l'analyse du malware, à quoi il sert ce commentaire, parce que dans une commande exécutée, le commentaire va servir a priori à rien. Et en fait, c'est juste en rejouant l'attaque sur un environnement de test, on s'est rendu compte que lorsque l'on colle la commande dans la console Windows, on ne voit plus toute la partie malveillante du début, on voit juste la fin, donc le commentaire. Et donc c'est pour leurrer l'utilisateur ou l'utilisatrice et pour que la personne pense qu'elle a, qu'elle a ajouté une commande de vérification, mais bon, c'est juste un commentaire et ça permet de cacher le début de la commande. Et donc aujourd'hui, pourquoi on présente le malware ClearFake? Bon, notamment parce que c'est un malware répandu qui a été utilisé pendant plus de 2 ans pour distribuer d'autres malwares, des infostealers notamment. Mais c'est également un malware qui est dans la tendance actuelle, qui permet de distribuer des malwares non pas via des emails de phishing, comme on a eu l'habitude pendant ces 10 dernières années, mais cet moyen d'accès initial est de moins en moins utilisé par les cybercriminels parce que c'est de moins en moins efficace via les solutions de sécurité, via les employés qui sont sensibilisés à ce vecteur d'attaque. Et donc les attaquants utilisent de plus en plus la navigation via le web pour distribuer leur malware. Et donc ClearFake en est un bon exemple. Et donc avant de passer à la suite de ClearFake, on en profite pour contextualiser cette menace. Et donc ça s'inscrit dans la tendance des attaques par drive-by download. Et ça consiste à infecter le système d'un utilisateur via sa navigation dans le web. Et donc rapidement, je vais citer quelques techniques qui sont utilisées par les attaquants pour distribuer du malware avec ce type d'attaque. Donc vous les connaissez peut-être, vous les avez peut-être déjà rencontrés dans la nature. La première qui consiste à utiliser des sites malveillants qui impersonnifient des sites légitimes. Donc les attaquants vont créer des copies exactes de sites légitimes tels que Slack, Microsoft Teams, Zoom ou autres. Et pour inciter les utilisateurs qui veulent télécharger un logiciel à télécharger sa version trojanisée, donc avec le malware, sur le site malveillant. Et comment sont distribués ces sites malveillants? Notamment via 2 méthodes principales. La première, c'est du SEO poisoning, donc c'est la manipulation de l'indexation du site sur les moteurs de recherche tels que Google, tels que Bing ou autres. Et donc en utilisant différentes techniques pour que le site soit indexé, enfin soit bien indexé et apparaisse dans les premiers résultats lorsqu'un utilisateur va chercher à télécharger un des logiciels impersonnifiés. Et la seconde méthode, c'est le malvertising. Donc c'est assez basique, c'est l'utilisation de services de publicité sur des moteurs de recherche tels que Google ou Bing ou autres pour afficher le site malveillant dans les premiers résultats d'une recherche sur Google ou Bing ou autre. Il y a également l'utilisation de publications sur des réseaux sociaux, sur des forums, en utilisant souvent des comptes compromis. Et donc les publications ont pour but à rediriger les utilisateurs vers les sites malveillants. Et aussi les attaques par point d'eau, donc en anglais Watering Hole Attack, et donc qui consiste à utiliser des sites web compromis injectés avec injectés avec du code malveillant pour rediriger l'utilisateur vers du contenu malveillant. Et donc c'est cette technique qui est implémentée par le framework ClearFake que l'on présente aujourd'hui. Et un deuxième point aussi pour le contexte. Ces derniers temps, on a vu l'émergence d'une nouvelle technique de social engineering, d'ingénierie sociale, qui est apparue, qui s'appelle ClickFix, et c'est celle qui est utilisée notamment par ClearFake. Quand je vous ai expliqué que l'utilisateur doit copier-coller une commande et l'exécuter dans son terminal Windows, eh bien cette tactique, elle est assez récente et elle a été nommée ClickFix. Elle est assez récente puisqu'elle a émergé en mars 2024. Elle a été utilisée par un groupe cybercriminel pour la première fois début mars et documentée par Proofpoint. Et ensuite, durant l'année qui suit, en 2024, de nombreux autres acteurs, donc tant des cybercriminels que des acteurs APT, donc des acteurs sponsorisés par des États, ont adopté cette nouvelle tactique pour distribuer leur malware. Et donc pour éviter les techniques classiques via email,
mais plutôt pour utiliser des techniques plus efficaces pour tromper des utilisateurs qui sont peu sensibilisés et également pour contourner des détections assez classiques via des outils de sécurité via email. Là, détecter une commande, c'est plus difficile lorsqu'elle est exécutée par l'utilisateur. Et donc sur ce schéma, comme vous pouvez voir, ça a émergé en mars 2024 et Clearfake, donc notre framework que l'on présente aujourd'hui, a adopté cette technique en mai, donc juste 2 mois après. Donc ce qui démontre que l'attaquant derrière ce malware développe activement son framework malveillant et est à jour sur les nouvelles méthodes de social engineering. Et à la fin de l'année 2024, vous pouvez voir que APT28 et Kimsuky, donc, qui sont des attaquants étatiques, APT28 est associé à la Russie et Kimsuky est associé à la Corée du Nord, ont également adopté ces tactiques pour distribuer leur malware. Donc j'en ai fini avec la petite partie contexte. C'est pour remettre Clearfake dans le contexte actuel des techniques utilisées par les cybercriminels. Et donc revenons sur notre malware Clearfake et les différents variants que nous avons identifiés depuis que l'on a analysé pour la première fois Clearfake en août 2023. Donc, je vais en présenter 5 principaux. Et avec le premier qui date de notre analyse en août 2023 et donc sur le variant qui existe depuis juillet 2023. Donc en juillet 2023, la menace Clearfake est arrivée avec une leurre qui était une fausse mise à jour de sécurité de navigateur et donc qui était injectée à la place du site légitime, qui était affiché, pas injecté, affiché à la place du site légitime. Donc l'utilisateur, quand il arrivait sur le site légitime qu'il voulait visiter, il ne voyait pas le site légitime, mais il voyait cette fausse mise à jour de sécurité et associé à son navigateur, donc le framework malveillant récupérait le user agent du visiteur et afficher la leurre associée. Donc comme vous pouvez voir, il y avait une leurre pour Microsoft Edge, pour Firefox et pour Google Chrome. Et si l'utilisateur se laissait tromper, il téléchargeait la fausse mise à jour de sécurité et installait directement un malware. Et donc en 2023, ces malwares, le malware distribué, c'était Hijack Loader, donc un loader plutôt sophistiqué, vendu sur les forums cybercriminels, qui téléchargeait et exécutait un autre malware, Raccoon, qui est un info-stealer qui était très répandu en 2023, aussi vendu sur les forums cybercriminels. La mise à jour qui a suivi, c'était en septembre 2023, où l'attaquant a fait une mise à jour de son code malveillant. Donc c'était toujours un code JavaScript qui était injecté donc dans les WordPress compromis. Mais ce premier code JavaScript allait en télécharger un deuxième. Jusqu'avant septembre 2023, le second code JavaScript était hébergé sur le domaine de l'attaquant, sur les serveurs de l'attaquant. Mais à partir de septembre 2023, il a utilisé une technique intéressante. Il a hébergé le second script JavaScript sur la blockchain. Donc il a utilisé la blockchain de Binance pour héberger une version obfusquée du second code JavaScript, donc qui était récupéré depuis le navigateur de la victime quand il naviguait sur le site compromis. Et ensuite, ce second JavaScript, je ne vais pas rentrer dans les détails du schéma, mais il désobfusquait une page HTML qui affichait la leurre, donc la fausse mise à jour de sécurité. Et si l'utilisateur cliquait sur télécharger la mise à jour de sécurité, il téléchargeait le malware depuis Dropbox et il l'exécutait sur son poste. Donc ça, c'était une mise à jour assez intéressante puisque c'est la première fois que l'on voyait dans la nature des cyberattaquants utiliser la blockchain pour stocker du code malveillant qui était réutilisé par le framework. Donc ça a un avantage, cette technique, c'est que c'est plus difficile à bloquer pour les défenseurs et il n'a pas aussi besoin de dépenser des moyens pour maintenir une infrastructure, il utilise celle de la blockchain.
Ensuite, en 2024, on a identifié une nouvelle mise à jour intéressante, puisque là, l'attaquant a arrêté d'utiliser les fausses mises à jour de sécurité, mais il a utilisé la tactique de social engineering ClickFix que j'ai présentée. Et donc la première version de cette tactique, c'était celle-ci, avec une fausse pop-up. Donc là, le site web légitime était affiché en arrière-plan, et devant, il y avait une pop-up, mais bon, qui ne pouvait pas être enlevée par l'utilisateur. Et la pop-up indiquait qu'il y avait une erreur sur le navigateur web, et que pour corriger cette erreur, il devait ouvrir le terminal Windows et copier-coller une commande qui était censée corriger l'erreur, mais forcément, vous vous en doutez, la commande était malveillante et installer un malware. Et donc en mai 2024, quand on a vu que Clearfake adoptait la nouvelle technique de social engineering ClickFix, ça nous a confirmé que l'attaquant derrière le malware développe toujours activement son malware, Clearfake, et était toujours assez innovant puisqu'il venait d'adopter une nouvelle tactique. Et en analysant le code, à ce moment-là, on a vu qu'il y avait plus de 40 langages qui étaient traduits, cette leurre d'erreur dans Google Chrome était traduite en plus de 40 langages, donc ce qui démontrait que l'attaquant ciblait très largement les utilisateurs partout autour du monde. À la fin de l'année, on a vu à nouveau un variant qui utilisait beaucoup plus la blockchain pour stocker des informations. Avant, il y avait juste un code JavaScript qui était stocké sur la blockchain, mais à partir de fin décembre 2024, l'attaquant a stocké plusieurs codes JavaScript sur la blockchain, l'URL de téléchargement de la commande malveillante de ClickFix, une clé AES, une page HTML qui est obfusquée, donc qui affichait la leurre de ClickFix et la commande de ClickFix. Je me suis peut-être embrouillé, mais enfin bref, il y a plein de ressources qui étaient stockées à partir de ce moment-là, plein de ressources sont stockées sur la blockchain et l'attaquant régulièrement, donc ça pouvait dépendre des périodes, mais soit tous les jours, soit toutes les semaines, mettait à jour ces codes, ces URL qui sont distribués via son malware Clearfake. Et dernièrement, en 2025, donc comme j'ai présenté au début, il y a deux leurres qui sont apparues donc, dans la tendance des faux CAPTCHA, avec une première leurre qui imitait Cloudflare Turnstile, la seconde qui imitait Google reCAPTCHA et les erreurs associées pour convaincre l'utilisateur d'exécuter la commande. Et donc c'est ce dernier variant que Pierre va maintenant vous présenter en expliquant comment fonctionne le code de l'attaquant et comment l'attaquant récupère du code malveillant depuis la blockchain de Binance. Comme le disait Quentin, la dernière version de Clearfake, en fait, elle utilise beaucoup plus donc la smart chain. Donc là, en l'occurrence, c'est la smart chain qui s'appelle BNB, donc c'est Build and Build. C'est le successeur de Binance Coin, pardon. Il l'utilise vraiment à outrance parce qu'en fait, on va voir tout à l'heure qu'il est composé de plusieurs stages, et à chacun de ces stages, il va stocker différents types de codes, différents types d'informations. Et ça, c'est super intéressant d'un point de vue développement, parce qu'en fait, lui va se dégager complètement d'avoir une infrastructure qui va héberger, qui va payer, etc. chez des cloud providers. Il va vraiment utiliser une infrastructure qui lui coûte vraiment quasiment zéro tous les mois. Et donc ça, c'est vraiment intéressant, en tout cas d'un point de vue analyse. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le schéma, ce dernier variant de Clearfake s'appuie sur la Smart Chain BNB, qui s'appelle aussi BSC, pour Binance Smart Chain. Ce dernier variant, il est composé de 3 stages. Il y a un premier stage qui va vraiment être un stage d'initialisation. Donc c'est lui qui va être en charge de charger ce qu'on appelle des ABI, donc des Application Binary Interface. On verra ce que c'est par la suite. Un deuxième stage qui va être un stage de loader. Donc il va interagir avec du code qui est chargé depuis la Smart Chain Binance. Et un dernier stage que Quentin vous a déjà un peu décrit, qui va de la préparation de la leurre ClickFix qui va être affichée à la victime. Et donc pour chacun de ces stages, en fait, ce qui est facile, c'est que pour le découpage, en fait, on s'appuyait sur comment le développeur utilisait la Smart Chain pour interagir. Et donc par chacun de ces stages, il va utiliser une adresse. Donc on parle d'adresse pour BNB et pas de wallet comme on parle pour le Bitcoin, mais grosso modo c'est la même chose. On parle de transactions et d'actions derrière sur Binance. Il va utiliser 3 adresses pour chacune de ces étapes. Concrètement, les sites WordPress, le code qui est injecté, il ressemble à celui-ci. On peut distinguer 3 gros blocs. Il y a un bloc d'import, c'est le truc classique qu'on peut voir sur n'importe quel type de malware, que ce soit JavaScript, que ce soit du C ou autre. Il y a des imports de librairies parce qu'ils ne peuvent pas tout recoder eux-mêmes.
Il y a une partie où on voit qu'il commence à interagir avec du BSC dataseed.binance.org. Donc on sait qu'il va interagir avec ce site-là, on ne sait pas encore exactement comment. Et la dernière partie où on voit du gnzip, atop, donc qui est pour du décode base 64. Grosso modo, on sait qu'il va manipuler les données avec des algos qui sont connus, c'est pas vraiment de l'obfuscation, mais on sait que ça va être manipulé. Et ce qui va surtout nous intéresser sur cette capture d'écran, c'est le eval. Donc on sait qu'il y a de la donnée qui est récupérée depuis Binance, qui est manipulée et ensuite qui va être exécutée. Donc, à partir de là, on a un peu dégrossi cette première étape de clearfake. Et on va essayer de s'intéresser à comment justement les données qui sont récupérées depuis Binance sont structurées et comment Clearfake les utilise et les instrumente pour compromettre la victime. Et pour essayer surtout de ralentir les analyses et empêcher du coup d'avoir des solutions qui vont bloquer les infections via ce type de framework. Quand on va sur... pour information, Binance met à disposition une interface web qui s'appelle BSC Scan qui permet d'aller récupérer des informations liées à tout l'écosystème BNB. Et ce qui va nous intéresser, c'est surtout la recherche de portefeuille et la recherche de transactions. Donc on a déjà identifié une première adresse BNB, et maintenant ce qui va nous intéresser, ce sont les transactions qui sont liées à cette adresse-là. Et donc Binance met à disposition un site qui s'appelle BSC Scan, et donc on a ce type de pages qui sont affichées lorsqu'on recherche des informations liées à une transaction. Une transaction, c'est composé de plein d'éléments, mais nous, il y en a 5 qui vont nous intéresser. Il y a le hash, donc qui est l'identifiant unique de la transaction. Il y a celui qui va émettre la transaction, celui qui va la recevoir, donc qui est défini par le champ tout. Il y a les input data, donc ça c'est les données qui sont manipulées par le développeur, donc là un attaquant, mais dans le cadre d'une application légitime, on peut très bien mettre ce qu'on veut dans ces données-là. Et il y a aussi un dernier truc sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est le call qui va contenir une chaîne hexadécimale, et ça va être utilisé par tout ce qui est la sphère Web3, donc les librairies JavaScript, qui vont s'appuyer sur cet identifiant unique pour appeler du code. Donc généralement, on entend souvent parler de code exécuté dans la smart chain. Ça, c'est un peu des conneries, parce qu'il n'y a rien qui est exécuté dans la smart chain. Tout est exécuté soit dans le navigateur d'une personne, soit sur un serveur en Node.js ou peu importe, qui interagit avec la smart chain. On interagit avec la smart chain, on n'exécute pas du code magiquement sur des serveurs qui vont, soi-disant, nous prêter du CPU, du GPU gratuitement. Donc maintenant, on sait que les informations qui vont nous intéresser, elles se trouvent dans l'input data. Sauf que pour comprendre comment ces données sont structurées, il faut se pencher un peu sur la documentation. Et on l'a vu dans le premier screen du WordPress infecté. On sait qu'on interagit avec la librairie Web3, donc qui est une librairie complètement légitime. Et pour ça, on a besoin de comprendre comment les données sont structurées pour pouvoir comprendre comment Clearfake les utilise pour infecter ses victimes. Et donc pour ça, on s'est paluché littéralement la doc de Web3 pour comprendre justement comment les données sont structurées. Donc d'abord, il faut savoir que les données elles sont structurées par bloc de 32 octets. Et en fait, pour chaque type de données, il va y avoir une documentation qui lui est associée et qui va nous dire les données sont structurées de telle ou telle manière, donc il faut les lire de telle ou telle manière quand vous recevez les input data en mode raw. Donc quand on prend une transaction Clearfake, donc là c'en est une, c'est composé d'une première chose qui est un hash, qui va être le hash complet de la transaction, juste pour vérifier son intégrité. Et donc ça ne va pas vraiment faire partie de l'input data, vraiment des données manipulées par l'attaquant. C'est plus quelque chose qui va permettre au framework de fonctionner. Et donc, on part du principe que les vraies données que l'attaquant va manipuler, elles se trouvent à l'offset 0, ici. Donc, si on les lit ensemble, de l'offset 0, donc on voit les 32 premiers blocs, on voit la chaîne de caractères 40. Donc, toutes les informations sont en hexadécimal. Et donc, ça nous indique qu'à l'offset 40, on va avoir des données. Très bien. On continue, on suit un peu notre documentation. En même temps, on lit en parallèle le contenu de ces input data. On passe du coup au 32e bloc suivant, donc à l'offset 20. Donc en hexadécimal 20, c'est 32 en base 10. On nous dit qu'il y a 3E0, très bien, c'est un deuxième offset où on sait qu'on va avoir des données. On passe ensuite à l'offset, on lit les 32 octets suivants, et là on arrive à l'octet 40. Sauf qu'à l'octet 40, on nous a dit précédemment, il va y avoir des données à cet endroit-là. Par chance pour nous, Clearfake il utilise des données très simples, donc c'est des données brutes qui sont stockées, c'est pas des tableaux avec des entrées variables, donc tant mieux, on n'a pas besoin de tout comprendre comment Web3 fonctionne pour analyser Clearfake. Et cette donnée-là, elle est structurée de la manière suivante, c'est les 32 premiers octets, ça va être une taille, donc là en l'occurrence c'est 3,70, et ensuite le bloc suivant de 32 octets, ça va être le début des données qui vont être stockées. Donc là ce qu'on voit qui est 48, 34, etc., blablabla, on sait que ça ce sont les données qui vont être à lire. Donc on a la taille, on a l'endroit où les données sont stockées, c'est super, on peut continuer notre analyse. Et en fait on va répéter cette même opération pour le deuxième offset qu'on avait vu tout à l'heure, donc qui est à l'offset 3E0. Et pareil, on va avoir une taille de 2A, donc qui est de 42 octets, et ensuite les données qui y sont associées. Donc là, on a compris comment sont structurées les données du point de vue Web3. Par contre, on ne sait pas du tout comment Clearfake va l'utiliser. Mais on a besoin de passer par cette étape-là de compréhension de Web3 pour comprendre comment Clearfake, lui, utilise ces données-là.
Donc grosso modo, si on revient au WordPress compromis, on arrive en fait à cette étape-là. Donc on sait qu'il va y avoir des données qui sont en atop. Donc atop, c'est la fonction native en JavaScript pour faire du décode base64. On a du gunzip, donc ça veut juste dire que la donnée elle est compressée. Et ce qui va nous intéresser aussi, surtout, lorsque nous on fait notre analyse, qu'on ne sait pas à quoi on va faire, on voit que c'est JSON.parse, donc c'est super, on sait qu'on est censé récupérer un JSON. Donc ça va nous aider un petit peu lors de notre analyse. Et donc lorsqu'on reprend les input data qu'on a vu tout à l'heure dans la vue de BSS Scan, on va essayer du coup de comprendre, on va les parser avec un petit script Python, et on va essayer d'aller lire ces données-là. Donc en fait, en récupérant les données aux bons offsets avec les bonnes tailles, en fait, on se rend compte que ça déroule exactement le code qu'on voyait sur le site compromis de WordPress. On a quelque chose qui est en base 64 et qui est compressé, et quand on décompresse cette chose-là, c'est du JSON. Et ce JSON-là, c'est un ABI, et un ABI, c'est en fait un énorme fichier, c'est un énorme blob JSON qui va contenir des signatures de fonctions. Une signature de fonction, c'est juste la manière de dire va y avoir des fonctions qui vont avoir telle tronche dans le code, et voilà comment elles vont être instrumentées. Donc par exemple, la signature d'une fonction qui fait hello, ça serait genre j'ai une fonction qui s'appelle hello, qui va prendre un paramètre qui s'appelle name, et je vais retourner un truc nul parce qu'en fait c'est une fonction qui fait juste un console.log de hello I am le nom qu'on lui a passé en paramètre. Et c'est de cette manière-là que le engine JavaScript derrière va savoir comment exécuter les fonctions qui se trouvent dans la Smart Chain BNB. Donc là, on a compris un peu comment fonctionnait le premier stage, comment les données sont exécutées, et lorsqu'on arrive à l'exécution de ce second stage, donc des informations qui ont été récupérées depuis la première adresse de Clearfake, on est confronté à deux choses. On est confronté à deux ABI. Donc il y a une première ABI qui s'appelle OrcID et le deuxième Merlion. Alors ça, c'est un choix de l'attaquant, c'est pas nous du tout qui avons donné ces noms-là parce qu'ils sont vraiment claqués au sol. Mais il y en a deux. Le premier, le OrcID, c'est le code qui va être exécuté en tant que loader, donc il va faire des actions sur le navigateur de la victime pour l'identifier, etc. On va voir exactement quelles sont ces fonctions-là. Et on va voir un deuxième ABI qui s'appelle, c'est celui de Merlion, et lui il va contenir des noms de fonctions qui vont être liés plus à la partie click-fix, donc vraiment la chose qui va vraiment infecter la victime. Donc, dans l'ABI de OrcID, on a 5 fonctions. In fine, il n'y en a que 4 qui nous intéressent parce qu'il y en a une qui fait juste un console.log d'une chaîne de caractères vide. Pourquoi, on ne sait pas, mais elle est présente. Et ensuite, il va y avoir 3 types de fonctions. Il y a un premier type qui va être vraiment lié au fingerprinting de la victime. Donc, via le user agent, on va récupérer le type de navigateur et le type de système d'exploitation. Ça sert uniquement à l'attaquant pour savoir quel type de leur click fix il va déployer chez la victime pour augmenter son taux de réussite d'infection et pour mieux faire croire à la victime qu'il y a une vraie erreur et qu'il faut suivre ce qu'on lui dit de faire. Il va y avoir un deuxième type de fonction qui va juste de la vérification d'un cookie, c'est pas très intéressant. Ça permet juste d'éviter des surinfections et que la personne commence à se douter qu'il y a un truc qui est en train de tourner en boucle chez lui. Bref, pas très intéressant, mais c'est quand même présent et ça évite des surinfections de la part du malware. Et la dernière fonction qui nous a intéressé, qui s'appelle Ginza Luxury, à peu près comme ça que ça fonctionne, et elle va être en charge d'initier le dernier ABI, donc Merlion ABI, et de s'occuper de toute la partie du coup déchiffrement et préparation de leur click fix. Donc là, on a compris comment fonctionnait ce stage 2. En fait, quand on commence à dérouler le code, qu'on prend le temps de lire la documentation, en fait, in fine, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il faut juste prendre le temps de dérouler la chaîne d'infection. Et donc on arrive déjà au troisième stage de ce dernier variant de Clearfake qui s'appuie sur un troisième type de wallet. Donc là c'est le wallet 0x53F, etc., etc., etc. Donc c'était l'adresse qu'on a vue tout à l'heure quand on expliquait quel type de contrat, comment étaient structurés les contrats Clearfake. Et donc les fonctions sont vraiment très simples. Si vous avez déjà parcouru les 7 points, on se rend compte qu'il n'y a vraiment pas grand chose de compliqué. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est qu'on disait que le code était stocké dans la Smart Chain BNB. Alors pour le stage 2, ce qui est intéressant, c'était que c'est du code JS qui faisait des choses à peu près normales. C'était des fonctions qui permettaient de faire du fingerprinting, etc. Pour le troisième stage, c'est plus des fonctions, c'est vraiment des datas qui vont être utilisées par le code de la fonction Ginza Luxury. Et donc pour chacune des étapes, je vais vous dire lesquelles sont stockées dans la Smart Chain et lesquelles sont vraiment juste déjà injectées dans le code du navigateur de la victime. Donc la première action qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer une URL de stockage. Donc Quentin l'a abordé tout à l'heure. Donc ça, c'est une fonction qui se trouve dans la qui est déjà inscrite dans la Smart Chain BNB. Donc il y a une transaction qui est déjà associée, qui va contenir une URL. Ensuite, le navigateur de la victime va interroger cette URL. Et ça va contenir en fait un base64 qui est la page HTML qui va être affichée à la victime. C'est un peu plus compliqué, plus structuré que ça en fait derrière. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait par le navigateur de la victime. La troisième action qui va être réalisée, qui va, elle, interroger la Smart Chain BNB, c'est la récupération d'une clé AES. Parce qu'en fait, la page HTML qui a été téléchargée précédemment, elle est en base 64, mais elle est chiffrée en AES.
Et donc ça, c'est fait via une autre transaction, et ça lui permet, en fait, le fait de stocker toutes ces informations dans BNB, ça lui permet de tenir à jour des campagnes d'infection, parce qu'en fait, lui va pouvoir mettre à jour ses transactions en écrasant l'ancienne et en gardant le même call ID, donc le petit élément que vous aviez en haut sur les transactions BCScan. Il peut écraser pas écraser, il va pousser une nouvelle transaction avec le même méthode ID, et comme ça, quand elle sera appelée par son framework, en fait, lui va récupérer les dernières informations. Donc une fois qu'il a récupéré la clé AES, il a sa page HTML qui est chiffrée, donc il va devoir la déchiffrer. Clearfake utilise le chiffrement AES. Donc AES a plusieurs modes de chiffrement. Il y a du GCM, il y a du CBC, etc., etc. Lui, il utilise le GCM, ce qui est assez rare pour le coup dans le monde du malware cybercrime. Souvent, c'est de l'AES ou du CBC. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'AES en mode GCM, pour le déchiffrer, on a besoin de 3 choses. Donc la clé, super, on l'a déjà. Un IV et un tag. Le tag, ça sert à l'authentification des données. Et l'IV, c'est juste pour initialiser les données qui vont être déchiffrées en AES. Sauf que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure, il a importé 3 librairies. Il y avait un truc qui était Web3, Paco pour juste la fonction unzip, et un truc crypto. Sauf qu'en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au début, on a commencé à chercher à essayer de réutiliser la fonction crypto et de la déchiffrer. Ça ne marchait pas. Parce qu'en fait, il n'utilise pas la fonction, il utilise le truc qui est natif dans JavaScript. Et dans les engines JavaScript, l'implémentation d'AES, en mode GCM, elle est super simple, c'est que l'IV, c'est la même chose que le tag. Parce que pourquoi s'embêter avec des choses de crypto pour faire des trucs bien alors qu'ils auraient pu faire un truc crade, quoi. Et donc, on n'a plus que l'IV à chercher dans le code. En fait, en déroulant le code JavaScript, l'IV, il est stocké dans les 16 premiers bytes de la page HTML qui a été téléchargée précédemment. Donc en fait, il va juste récupérer les 16 premiers bytes, lire la suite, et puis du coup la déchiffrer avec la clé qu'il connaît déjà. Donc ça, c'est fait par le navigateur de la victime. Il va ensuite faire une petite action qui va être juste de remplacer un placeholder. Donc tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur une des slides de Quentin, il y avait un truc qui s'est marqué exemple.com. C'est vraiment ce qui est téléchargé depuis la Smart Chain Binance. Et donc lui, il va remplacer le exemple.com par le domaine du WordPress compromis, justement pour faire croire à la victime qu'en fait, il y a vraiment un problème sur le site, etc. Il faut l'aider à corriger le problème. La dernière action qu'il va faire en interaction avec la Smart Chain BNB, ça va être d'aller récupérer la commande clickfix pour infecter la victime à la fin. Et donc cette commande, elle est aussi chiffrée avec de l'AES, donc avec la même clé et le même IV qu'on a identifié précédemment. Et la dernière action, du coup, vous vous en doutez, c'est du coup, on a la page HTML qui est toute prête, toute belle avec la commande clickfix, le bon nom du WordPress compromis, et du coup, il va juste créer une iframe qui va mettre en grand et il va copier-coller le code de HTML dedans. Voilà, vous avez à peu près compris comment fonctionne Clearfake. Juste qu'on peut détailler, c'est que, encore une fois, dans l'API de Merlion, donc celui qui est en charge de faire la partie préparation de la leur clickfix, il y a 4 fonctions. Il y en a une, on ne sait pas vraiment à quoi elle sert. Nous, on l'a nommée state, parce qu'elle renvoie 2 valeurs, open et close. Et en fait, de notre analyse, c'est vraiment de la tambouille interne du développeur de Clearfake. Ça lui permet de savoir si une campagne est terminée et s'il faut qu'il mette à jour justement l'URL de stockage, la commande MSHTA ou la commande d'infection qui va être exécutée par la victime. Et ça, c'est plus lié à son business, les ventes qu'il va faire derrière pour les compromissions. Et donc, pourquoi on s'embête à faire ce genre d'analyse? On a besoin de s'offrir des opportunités de détection, de récupération d'IOC pour protéger nos clients et faire du renseignement sur ce type de menaces. Et donc on a essayé un peu de faire un rétro de tout ce travail-là qu'on a fait sur 2 ans pour essayer de mieux comprendre, au-delà de comment elle fonctionne, qu'est-ce qui est utilisé par cette menace. Donc comme le disait tout à l'heure Quentin, sur les premières versions, on avait beaucoup de Raccoon, Stealer qui était distribué par du hijack loader. Et en 2024, on a vu l'émergence de Luma, qui est l'infostealer le plus répandu, enfin un des majeurs répandus depuis déjà 2 ans. On a vu du Vidar, donc le truc classique qui existe depuis un bon nombre d'années, Amadé, Redline, les trucs cybercrime qu'on voit assez régulièrement dans l'écosystème cybercriminel. Et en 2025, on a vu, fin 2024, décembre 2024 et début 2025, on a vu l'émergence de Emmental Loader, qui est lui distribué du Luma. Et ce qui nous a surtout intéressé, c'est qu'on a vu l'apparition de Amos Stealer, qui est un stealer qui cible du macOS. Donc ça rejoint complètement le côté opportuniste de l'écosystème cybercriminel, où ils se disent, en fait, c'est super, on infecte des gens qui sont sur Windows, mais potentiellement, en fait, on a des gens qui sont sur macOS et qui se trimballent sur les sites compromis. Pourquoi on n'irait pas aussi les compromettre, eux, pour se faire encore plus d'argent, quoi. Donc ça rejoint un peu le côté où on s'est dit, en fait, c'est sûr, c'est du cybercrime, et puis ça permet de mieux comprendre la menace. Pareil, lorsqu'on a fait un peu notre rétro de l'analyse de Clearfake, on a repris tous nos heuristiques de suivi des sites WordPress. On les a triés par TLD pour voir si on arrivait à en dégager une tendance ou s'il y avait des choses qu'on pouvait en comprendre. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a plus de 50% des sites compromis qui sont en .com, .org, donc c'est vraiment du site classique. Et on a aussi vu des compromissions sur des sites en .fr,
enfin des sites européens ou des sites en Asie ou en Amérique du Sud. Et ça rejoint complètement ce que Quentin décrivait, où on voyait beaucoup de leurs click fix qui étaient traduits dans plein de langues différentes. Et donc en fait, là, on voit clairement que le développeur de Clearfake réussit à s'adapter en fait à ses victimes pour avoir le scénario le plus palpable pour la victime et qu'il se fasse encore plus leurrer, quoi. Et donc pour information, sur les deux années où on a suivi cette menace-là, il y a plus de 7000 WordPress qui ont été compromis. Donc ça vous donne à peu près l'ampleur de la menace. Et donc en faisant toute cette rétro, en fait, on se dit, bah, en fait, on a carrément bien fait de suivre cette menace parce que c'est vraiment répandu, ça touche plein de gens. Et bah, c'est une menace qui mérite qu'on se penche dessus pour protéger nos clients. Un petit truc intéressant, alors ça c'est sur un ancien panel, c'était lors de versions précédentes, une des versions que Quentin a détaillées tout à l'heure. En fait, en se baladant dans le code de JS, on s'est rendu compte que l'attaquant envoyait des statistiques à son panel d'administration, justement pour avoir des taux d'infection, les gens qui vont visiter les sites WordPress compromis, pour avoir des informations sur bah, est-ce que je touche des victimes ou en fait est-ce que ma technique de propagation elle est nulle et il faut que je change, quoi. Et donc en fait, en se baladant sur le panel d'administration, on s'est rendu compte que c'était un serveur en Python qui utilisait le framework FastAPI, donc c'est juste un serveur web qui expose une application. Et par défaut, si on le configure, il y a des passes par défaut, donc le /docs et /redoc, qui exposent l'API Swagger, donc c'est juste des moteurs de rendu d'API en JSON. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 3 endpoints, donc /endpoint, update, download et get statistic. Et en fait, en jouant avec le endpoint get statistic, en fait, on a pu suivre pendant plusieurs jours en tout cas le nombre de visites qui ont été faites sur des sites compromis par WordPress. Donc il faut prendre les chiffres un peu avec des pincettes, c'est celle de l'attaquant. Mais en tout cas, ça nous donne à peu près un ordre d'idée du type de victimes qui sont faites par Clearfake. Et donc on pouvait déjà voir à cette époque-là, avant qu'il y ait l'apparition de Amos, qui relevait déjà des statistiques sur le type sur des gens qui étaient sous macOS, sur Linux et sur Windows. Et donc ça c'est super intéressant parce qu'en fait il a déjà pris des statistiques, il s'est ensuite adapté à ses victimes. Et donc c'est pareil, pourquoi s'embêter à suivre ce type de menaces et comment essayer de les suivre pour mieux protéger nos clients et pas juste attendre que les IOC tombent par un modèle tierce. En fait, on s'est dit, en fait, tout est à notre disposition sur la Smart Chain Binance. Donc en fait, on s'est dit, pourquoi pas créer un compte, on récupère une clé d'API, et puis en fait, on va interroger tous les 6 heures la troisième adresse du portefeuille Clearfake, donc celle qui va la 0x53FD blablabla, celle qui va contenir vraiment les informations, donc l'URL de téléchargement de leur clickfix et aussi la commande qui va être exécutée par la victime. En fait, en connaissant ces informations-là, on va avoir une meilleure vue sur comment protéger nos clients et un meilleur suivi de l'attaquant. Et donc ça, vous voyez à l'écran, mais c'est un exemple de bot qui nous notifiait à chaque update des dernières URL de download, des dernières commandes, et du coup ça nous permet de mieux suivre qu'est-ce qui est distribué par Clearfake, et puis d'être notifié quasiment en temps réel de quand est-ce qu'il y a un update. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que vu que l'attaquant il utilise la Smart Chain, il n'est même pas au courant que nous on récupère ces informations-là, parce qu'en fait lui il n'est même pas maître de cette infrastructure. Donc c'est win complet pour nous, parce qu'en fait on n'a même pas besoin de faire attention à ce qu'on fait pour récupérer les informations qui sont liées à l'attaquant. Et donc en conclusion, on peut dire que c'est une menace qui était très active sur les 2 dernières années. Là, ça fait quelques temps qu'il n'a pas poussé trop d'updates ou de nouvelles campagnes, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le développeur s'adapte très vite aux nouvelles techniques. Il essaye d'adopter des choses qui fonctionnent, et ça a l'air de fonctionner parce qu'on l'a vu au vu du nombre de victimes qu'il a pu faire. On voit qu'il cible de plus en plus de régions sur le globe, de systèmes d'exploitation. Et au vu, sur les différents variants qu'on a pu vous présenter, il a de moins en moins d'infrastructures qui lui sont propres. Il a de moins en moins de besoin de coûts de gestion d'infrastructure. Donc en fait, pour lui, il essaie vraiment de minimiser et de réfléchir à comment bien faire la chose de son côté, quoi. Ce qui est plutôt une bonne chose pour lui et une mauvaise chose pour nous, mais bon, il y a toujours moyen de traquer les attaquants. Et donc si vous voulez en savoir encore plus sur la menace Clearfake, on a publié déjà plusieurs papiers sur notre blog, donc sur blog.sequoia.io. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant, ou sinon on sera là dans le coin pour en discuter si vous voulez.